Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je travaille à mon compte et j'aide les profs qui le souhaitent à avancer sur le chemin de la reconversion professionnelle. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la rencontre de Pierre, 30 ans, ancien professeur des écoles. Après 4 ans d'enseignement, il a choisi de démissionner et il ne l'a pas fait seul. C'est avec un ami et collègue d'école qu'il s'est lancé dans une toute autre aventure, celle du camion à burger, aussi appelé food truck. Cet épisode est conçu en 2 parties. Aujourd'hui, Pierre nous raconte pourquoi il a quitté l'EN, comment il a confondé les maîtres du burger et ce que ce projet lui a apporté. Dans la seconde partie, qui paraîtra ce week-end, il nous expliquera pourquoi et comment, après avoir vécu cette expérience, il a décidé de revenir dans l'éducation nationale. Et non, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché. Au contraire, le food truck a rapidement été un succès. Quitter un métier qui nous plaît pour une activité qu'on ne connaît pas, c'est assez osé. Alors pourquoi Pierre a-t-il fait ce choix ? En quoi consiste vraiment la création et la gestion d'un food truck ? Est-ce qu'une amitié peut survivre aux montagnes russes de l'entrepreneuriat ? Et qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on réalise qu'on ne s'épanouit pas dans son nouveau métier ? C'est ce que je vous invite à découvrir dans cet épisode. Bonjour Pierre. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast, d'autant qu'on va avoir 2 gros sujets à aborder, donc pas seulement ta reconversion, mais comme je l'ai dit en amont, ta déconversion. J'ai pas encore trouvé de mots pour ça. Il y a beaucoup de monde qui me demande: «Est-ce que tu connais des profs qui sont partis et qui sont revenus?» Moi, à la base, je voulais t'interviewer pour ta reconversion que je trouvais géniale, mais là, je me dis que vraiment, je vais faire 2 pierres d'un coup. J'en trouve pas beaucoup des profils comme le tien. Donc vraiment, merci pour ça et merci aussi à Charlène, une auditrice qui m'a permis de retrouver ton profil quand j'avais perdu ta trace. Merci à toi. Est-ce que pour démarrer l'épisode, tu voudrais bien te présenter dans les grandes lignes pour qu'on te connaisse un petit peu et qu'on puisse comprendre ensuite ton parcours? Donc je m'appelle Pierre, je viens de passer les 30 ans. Donc parcours classique, j'ai eu un bac L, j'ai fait une année de stats, pour suivre les copains, mais c'était pas une année très enrichissante, d'un point de vue académique. Donc je suis parti en licence, d'histoire géo sous la contrainte un peu de mes parents qui voulaient recadrer tout ça. S'en est suivi un master MEF et ensuite l'obtention du CRPE. Donc 3 ans, on fait une année stagiaire et 3 ans titulaire. Puis une démission, une reconversion qu'on va aborder et un retour ensuite, futur dans l'éducation, nationale. Exactement, je trouve ça génial. J'ai vraiment plein de questions à te poser sur le avant, le pendant, le après, auquel tu auras peut-être même pas toi encore toutes les réponses, mais je trouve ça très, très chouette comme parcours et je suis, assez impressionnée, mais on va parler tout à l'heure justement de la démission. Avant ça, est-ce que tu saurais dire, au-delà de la pression des parents, pourquoi tu as voulu être enseignant? Alors déjà, ma mère est enseignante, mais elle dans le secondaire, enfin, elle est à la retraite maintenant. Donc je pense que ça a un petit peu joué, mais surtout, quand j'étais justement en licence d'histoire, on avait un stage de 2 mois à faire, où on voulait et l'université avait un accord avec, une pouponnière au Togo. Donc aucun rapport. Donc c'est parti là-bas en me disant: «Bah, allez», je suis du Gers à la base, donc j'étais pas tellement sorti de ma petite campagne. Donc je suis arrivé en Afrique et à côté de la pouponnière, il y avait une école où en fait j'ai pu, pendant 2 mois, aider, être un peu assistant de la maîtresse et c'est là vraiment où transmettre, je me suis dit: «Je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment me plaire» et en parallèle des études, en même temps, j'ai été, éducateur tennis et j'ai fait un service civique, avec des jeunes enfants aussi pour être éducateur rugby, donc toujours dans le transmettre. Donc ça a fait que confirmer tout au long des études, la voie de prof. Le terreau était bien fertile là, il y a C'est tout ça. pointé vers le même endroit. Et est-ce que ça t'a plu comme métier, une fois que donc tu as eu, ton stage et tu as été titularisée? Est-ce que c'est un métier dans lequel tu t'es sentie bien? Est-ce que ça correspondait à tes attentes? Les attentes, c'est vaste comme question. Est-ce que tu as été déçue, quoi? Ou est-ce que tu t'es dit genre: «Ah ouais, c'est vraiment quand j'ai voulu le faire, c'est vraiment ça que j'imaginais»? Ou est-ce que ça ressemblait pas forcément à l'idée que tu en avais, tu as été un peu déçue? Ou enfin, chacun a un peu un vécu différent par rapport à ça. Ouais, forcément il y a du très positif et du moins positif. On va faire, méthode éducation nationale, on va valoriser avant. Heu, non, mais je pense que c'est un métier où on s'ennuie pas le matin, enfin on sait jamais tellement, ce qui va se passer dans la journée. C'était très, très stimulant intellectuellement. Donc ça me plaisait beaucoup. Le fait de transmettre forcément, et de voir l'évolution des élèves.
Comme j'ai dit, je venais du sud, je suis monté, en région parisienne pour suivre mon ex-conjointe. Donc je suis arrivé à Créteil, directement en REP. Donc il y avait les représentations qu'on a dans les médias et la réalité. Donc au début, c'était un petit peu, l'aventure, mais en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu dans le métier aussi. C'est justement travailler dans des zones sensibles, avec un public différent, mais très, très, très attachant et du coup, les moyens forcément, le manque de moyens, donc ça, l'éducation nationale n'est pas forcément responsable parce qu'il y a là aussi la mairie qui y joue, mais bon, elle y participe et j'ai été 3 ans en ULIS. Donc là, le manque de moyens, l'inclusion, enfin, c'est ça. Sur le papier, c'était très joli. Sur la réalité, ça l'est beaucoup, 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 beaucoup moins. C'est compliqué à gérer, que ce soit quand tu es dans la classe suisse ou quand tu reçois les enfants en intégration dans ta classe. C'est pas aussi simple à gérer que on aimerait vraiment faire de notre mieux, on n'a pas forcément les moyens, même humains, tu vois, au-delà du financier pour faire ce qu'il faudrait faire. Clairement et encore, c'était un choix de ma part, parce que ça aussi, quand on commence dans l'éducation nationale, on pense qu'on va avoir sa classe, avoir mais pas du tout. On est un peu trimballé partout. Donc je voulais vraiment avoir moi «ma classe» entre guillemets, même si c'est un dispositif et pas une classe et c'est l'une des solutions, c'est de prendre un dispositif Ulysse pour être fixe et encore moi je voulais, c'était pas du tout subi, mais il y a beaucoup de collègues, qui subissent en «première affectation» entre guillemets, qui veulent pas du tout être en Ulysse. Parce qu'il faut quand même, je pense, être préparé, être motivé pour ça, c'est un gros, gros travail à faire. Donc ça aussi, la mobilité dans l'éducation nationale, les affectations, je pense que c'est le gros point noir, enfin l'un des gros points noirs de l'EN et j'imagine et je pense que c'est une grande partie pour ça qu'il y a beaucoup de démissions. Et est-ce que toi, tu as voulu partir à cause de ces différentes problématiques-là, de ces différents points noirs? Ou alors est-ce que globalement ça allait et tu te serais bien vu y rester, mais tu avais un autre projet en tête? Moi, je suis pas du tout, du tout parti fâché avec l'éducation nationale, vraiment. C'était pas un ras-le-bol. Alors on va rentrer un peu dans l'intimité. Mais du coup, Max, qui était un collègue, pro des écoles dans la classe, juste à côté de moi, enfin, on avait juste la part qui nous séparait, on est devenus très, très, très amis et les 2, comment dire? On s'est fait, quitter par nos compagnes, respectives et on n'est pas de la région parisienne. Donc Max, il m'a dit on comme tous les soirs, on allait prendre une bière au petit pub qu'il y avait à côté de l'école. Il m'a dit: «Depuis toujours, je veux ouvrir un food truck, j'ai envie de faire ça, donc voilà, je te le dis si tu veux, on peut faire ça». On était un peu les alcooliques, enfin pas alcooliques, mais les désespérés, sentimentaux, «Vas-y, on quitte tout, on fait ça». Donc il me dit ça autour d'une bière et il me dit: «Réfléchis, t'inquiète pas, il y a 0 pression», et le lendemain, voilà, je réfléchis pas tellement. Le lendemain, je lui dis: «Écoute Max, je te suis, si je réfléchis, je le ferai pas, donc vas-y, on y va». Donc ça, c'était en janvier pendant, l'année scolaire. On a commencé le food truck en septembre d'après. Donc tout le parcours pour, est-ce qu'éventuellement on peut avoir une dispo? Rupture conventionnelle, on savait très bien que c'était pas possible. Enfin moi j'étais T3, Max il était T7. Donc bon, on savait que il y avait pas assez d'ancienneté, il y avait pas tellement d'intérêt de la demander. Mais on s'est dit au moins la dispo pour création d'entreprise, on tente, ça marche pas, bon ben, on part pas fâché, non, non, pas possible, vous pouvez pas. Pourtant l'inspecteur avec qui on était très compréhensif parce que lui passe sa retraite, il voulait ouvrir un food truck aussi. Ah Donc ouais, franchement, vous pouvez pas me tomber. c'est ça, situation assez folle. Donc l'entretien de démission, qui doivent nous recevoir forcément quand on démissionne et on a parlé que de ça. Nous on avait acheté le camion du coup, en amont parce qu'on devait démissionner, on avait fait la demande. Donc on a dû avoir le rendez-vous peut-être en avril ou en mai. On a acheté le camion en avril, donc il nous a dit quel camion, quel tonnage, comment, les emplacements. Ça a été en fait pas du tout une discussion éducation nationale, mais une discussion comment, comment vous vous lancez. Et donc forcément, il a accepté la démission. Donc non, non, pour répondre à ta question, pas parti fâché. C'était pas un départ, voilà, j'en ai marre de ce fonctionnement. Alors, je serais peut-être pas resté en Ulysse éternellement parce que le manque de moyens, au bout d'un moment, ça pèse. Il y a peut-être, une envie aussi d'avoir une classe où il y a moins de c'est pas de pression, mais de prise de tête. Peut-être, voilà, être brigade ou avoir moins de responsabilités pour ensuite y revenir. Mais oui, en tout cas, oui, il y aurait peut-être eu un moment un besoin d'échappement sur ça, sur cette école, même s'il y avait une superbe équipe et il y a ça aussi où voilà, on ne choisit pas tellement. Après tu as pris un bout de l'équipe avec toi. J'ai pris une partie de l'équipe avec moi. C'est vrai. Ça t'a pas fait peur d'ailleurs de te dire que tu allais te lancer dans un projet professionnel avec un ami? Parce que, tu sais, c'est comme quand tu te mets en coloc avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, ça peut bien ou mal se passer.
Alors ça, c'est totalement vrai. Avec Max, au début, ça a été très, très tendu. Donc toute la conception du projet, le faire, c'était hyper excitant. Je pense que malheureusement pour nos élèves, en fin d'année, on passait plus de temps à à être entre les 2 portes de nos classes et à discuter de tout ça que de faire bien, bien, bien notre travail. Toute la phase, voilà, était hyper excitante de projet. Et une fois le concret arrivé, du coup, on s'est mis en coloc, justement, parce il y avait un gros camion, donc il fallait la place pour le stocker. On pouvait pas être en appartement, il nous fallait une grosse maison pour faire un laboratoire pour la cuisine, pouvoir brancher le camion en permanence. Donc on habitait ensemble, donc on était tout le temps ensemble. Et au début, ça a été très tendu. Ouais, passer de super potes à rigoler à l'école en soi, bon, mais qu'on fasse très bien notre travail, mal notre travail, bon, il y a pas tellement de conséquences, de répercussions, on est payé quoi qu'il arrive. Là, avec le camion, c'était la vraie vie, d'entrepreneur, on va dire. Et vu qu'on avait démissionné, on avait le droit à 0 aide. Donc on pouvait pas, on n'avait pas le droit au chômage, on n'avait pas le droit à différentes aides pour avoir un revenu. Donc il fallait que dès le premier mois, ça marche pour qu'on sorte de salaire. Et ça a très, 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 très bien marché. Et en fait, il y a plein de collègues food truck qui nous disent: «Mais on vous croit pas, enfin, c'est pas possible que vous ayez réussi à vous sortir de salaire, nous ça fait beaucoup d'années qu'on est ouvert et on se paie régulièrement que depuis quelque temps». Donc on a sûrement été hyper naïfs au début en se lançant et on croyait tellement dans le projet qu'on s'est pas dit: «Mais attends, mais si ça marche pas, comment on fait?» Bah, des fois, le positif attire le positif, hein, franchement, ça peut marcher. Clairement, ça peut marcher, ça peut marcher, mais oui, oui, très naïf, mais très, ouais, très content du projet. Ah, parce que du coup, en termes de chronologie, donc le food truck, vous l'avez acheté. Est-ce que vous l'avez acheté avec, déjà un intérieur, prêt pour être un food truck? Ou est-ce que vous avez vraiment juste acheté un camion et vous avez dû, l'aménager de cette façon-là? C'était déjà un food truck, qui fonctionnait avant. Par contre, il a fallu tout bien rééquiper et après faire tout le covering du camion et créer toute une identité, autour de l'école du coup aussi. Très chouette identité par ailleurs. Parce que j'ai pas précisé, mais donc ça s'appelait Les Maîtres du Burger et esthétiquement, c'était comme, bah, de l'ardoise, de tableau, tu sais, écrit à la craie C'est ça. et ça rendait trop bien, c'était hyper bien trouvé, moi j'ai trouvé. C'est ça, les noms des burgers, il y avait le cancre, le dirlo, le prof, enfin, il y avait toute une histoire autour de l'école et ça marchait bien. Ah ça c'était ouais, bonne idée et c'était plus intéressant pour vous, de l'acheter que de louer, par exemple? Louer, ça aurait fait encore des sous de plus à sortir, sur le mois. Enfin, vous me direz, l'acheter, c'était sûrement beaucoup plus cher que de louer au final pour, pour faire ça pendant 2 ans. Mais ça aurait été compliqué d'avoir un food truck qu'on pouvait pas modeler à notre image et en achetant, voilà, on était libre. Oui, c'est comme un appartement, tu es un petit peu plus contraint quand tu es en location que quand tu es vraiment chez toi, donc ouais, je comprends et en termes de réflexion, le avant d'ouvrir ce food truck, j'imagine qu'il y a plein de trucs auxquels on pense pas forcément, donc j'étais en train de me demander, par exemple, comment vous choisissez, vos fournisseurs? Comment est-ce que vous trouvez la personne où vous vous dites: «Tiens, le pain, ce sera chez untel, ma feuille de laitue, ce sera chez bidule et mon steak, ce sera là et ma patate», enfin, comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces contacts-là? Est-ce que c'est quelque chose enfin, toute cette partie un peu de réflexion en amont, est-ce que c'est quelque chose qui est stressant ou qui est toujours dans la partie un peu excitante? Enfin, ça se passe comment tout ça? Beh, un peu des 2, stressant et excitant. Avec Max, avant de voilà, vraiment se lancer concrètement dans le projet, il fallait qu'on soit d'accord sur, le produit qu'on allait mettre en place et les valeurs qu'on voulait véhiculer aussi. Des food trucks, il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'il y en a 1 sur 2 qui ferme au bout d'1 an parce que, il y en a beaucoup qui vont juste chez Métro, qui font du surgelé ou qui prennent les produits les moins chers pour, voilà, marger au maximum. Nous, on est viandards, on aime bien manger, mais on aime bien manger des bonnes choses. Donc l'enjeu, c'était de trouver, des agriculteurs qui pouvaient nous suivre en quantité et en qualité. Donc on a démarché je sais pas combien de boulangeries, je sais pas combien de producteurs de viande, de maraîchers, c'était long et fastidieux. Pour trouver un boulanger de qualité, beh, eux, ça voulait dire, sortir 100 pains par jour quasiment à burger, frais. Donc il y en a pour qui c'est possible, il y en a pour qui c'est pas possible. Après il fallait une habilité économique aussi donc bon, nous on a sûrement très naïf aussi, hein, je pense il y a ça aussi peut-être qu'on a arrêté pour ça, on était peut-être pas l'âme d'entrepreneur. On n'a pas négocié. Ils nous ont dit un prix, on a dit: «D'accord». On n'allait pas dire: «Ah non, nous, on veut que vous baissiez de temps». On s'était dit aussi: «Voilà, c'est des gens qui travaillent bien, qui sont artisans, on va pas commencer à» nous, on arrivait avec notre petit food truck à voilà, à être loup. Donc il y a eu ça, le plus compliqué, ça a été la viande. Parce que la viande, au début, on se fournissait chez un agriculteur qui n'avait pas forcément qui n'avait pas l'agrément. Parce que la viande hachée, une fois qu'elle est hachée, normalement, il y a 3 heures pour la consommer.
Donc, eux nous la livraient en steak, mais pas du tout haché. Enfin, ils nous livraient la viande au kilo. Donc, avec Max, on avait acheté un hachoir professionnel. On hachait notre viande nous-mêmes, ce qu'on n'avait pas le droit. Parce que même si on la hache le matin, il y a zéro risque pour le soir. Hein. C'est de la viande fraîche. En termes de normes sanitaires, c'est pas possible. C'est l'un des trucs les plus contraignants de la viande hachée. C'est 3 heures une fois que c'est haché. Du coup, quelqu'un qui nous a contacté sur Facebook, un éleveur, qui nous a un message, bonjour, donc il se présente, il présente son produit et lui, il nous livrait en fait sous vide. Donc des steaks déjà hachés, sous vide, et avec ça, on pouvait les garder une semaine par paquet de 4, parce qu'au début, Maxime, du coup, il a acheté des steaks, et c'est jamais régulier. Des fois, on va faire 100 burgers, des fois, on va en faire 30, et on en jetait au début, je sais pas combien de faire. On en mangeait beaucoup aussi, mais bon, on pouvait pas non plus manger. 40 burgers en fin de C'est journée. ça. Donc, ce monsieur nous a vraiment sauvés. Donc, ça a été la solution, mais la viande était meilleure. Donc, il n'y avait pas de souci sur ça. Pareil pour les frites. Au début, on nous livrait les frites, les pommes de terre basiques. Enfin, on les coupait tous les matins et on les écuit en double de cuisson. Donc au début, on n'était pas du tout optimal sur les process. Donc on se levait à 5 heures du matin et on finissait le soir à je sais pas quelle heure. Et on travaillait midi et soir. Enfin, c'était pas du tout optimisé. On s'était dit ça va être parfait et en fait pas du tout. Et là pareil, cet agriculteur-là, il s'est mis à nous livrer sous vide des frites directement coupées. Donc un grand temps de gagner. Ouais, tu m'étonnes. Et en même temps, c'est normal, je pense, au début enfin, que ce soit pas parfait. Enfin, c'est comme ça que t'apprends. De toute façon, c'est en faisant, quoi. C'est ça. Donc ça nous coûtait plus cher, mais en termes de gain de temps et d'énergie et d'amabilité, je pense. Donc au début, c'est ça, pour revenir à ta question sur comment ça se passe, l'amitié les deux, ben ouais, au début c'était compliqué parce que c'était pas optimal et petit à petit ça s'est régulé et je pense qu'il nous a fallu bien 3-4 mois pour vraiment, être efficace, avoir les bonnes procédures. Ce qui est assez rapide, mine de rien. Enfin, je veux dire, ça pourrait être beaucoup plus long, hein. Il y a des gens qui galèrent, je pense, pendant presque 1 an et puis du coup, bah, enfin, qui ferment après. Parce que vous, au moins, ça a l'avantage d'avoir marché tout de suite. Donc, vous aviez pas aussi l'angoisse financière, parce que ça, je pense que c'est aussi un gros enjeu, déjà d'avoir déboursé pour acheter le camion. Ouais, c'est un gros enjeu, surtout qu'il nous arrivait plein de galères au début avec le camion, mécanique et sur un camion, ça coûte, beaucoup d'argent de faire des réparations et c'est pour ça qu'on avait le camion, si tu veux, on l'a acheté en fonds propres, donc on a mis, je peux être transparent, on a mis 14 000 € chacun. Donc globalement, on a acheté 30 000 € et on avait pris un, prêt trésorerie de 25 000 € pour, justement, si au début ça marchait pas, avoir un petit matelas pour les premières courses, pour, le covering, les machines, enfin voilà, donc il y a quand même une belle partie de la trésor qui est partie dans tout ça. On avait un petit matelas au début pour au cas où, si ça ne fonctionnait pas. Et dans les trucs auxquels je pense, bah, la communication, parce que du coup, ça a marché. Mais vous étiez seul ou vous avez fait appel à un prestataire pour la communication? Non, c'était moi qui gérais la on avait vraiment des tâches chacun, bien définies, donc la communication, c'était moi. Maxime, il a eu, 10 vies avant avant ça, avant d'être, il a été prof des écoles, avant il a été cuisinier, il a travaillé dans le secteur de la banque aussi. Donc Max pour, la gestion du prêt, pour, beh, tout ce qui a été fiche recette, création de recettes, ça a été Maxime. Et moi j'étais plus, ouais, c'est ça, sur la communication, les réseaux et cetera. OK, et est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que ça a pris si vite? Pourquoi vous, ça a marché aussi vite? Je pense qu'on a eu des pas des opportunités, mais des coups de chance plus ou moins à chaque fois. Sur les réseaux, on a fait un réel qui a beaucoup marché, qui a été beaucoup diffusé, donc je pense que ça a aidé. On a l'Union, c'est un journal qui est en Champagne-Ardenne, c'est le gros journal qui est venu directement nous voir et qui a fait 2 pages d'articles sur nous, en entier. Sur Reims, ça voilà, on a été assez vite connus. On était réguliers, je pense, en communication, tous les jours à publier sur Instagram, sur Facebook. On nous voyait sur tous les groupes Facebook, sur beaucoup d'endroits. Les mairies aussi jouaient le jeu, beaucoup. Sur les panneaux Pocket, c'est qu'il y a l'entrée des villages. Il y a des tout petits villages aussi, enfin c'est là aussi. Après non, ça a marché de suite, non. Au début, on s'était dit on va cibler les grosses villes, non mais les villes autour de Reims où il y a, peut-être 8 000 habitants et là ça a pas tellement marché, voire pas du tout. Du coup, on a pris le problème à l'envers, on s'est dit, beh, justement sur ces villes-là, il y a Uber Eats, il y a des restaurants, on s'est recentré sur la campagne, où il y avait pas de commerce. Et là, il y a des maires en fait qui sont venus nous démarcher en nous disant: «Ah beh, pourquoi pas, il y a pas de» on s'est dit: «Bon, on peut aller voir», des villages de 300-400 habitants et en fait, il y avait mais la majorité du village qui venait. C'était le lieu de vie du village. Quand le camion venait, beh, les gens sortaient, nous commandaient et les gens nous remerciaient sans cesse. «Il y a rien au village, vous amenez
la JI, vous venez à nous, donc voilà, c'est à nous aussi de vous faire marcher parce que et du coup, on allait dans tous les petits villages autour de Reims, beaucoup plus petits et là, ça a vraiment marché. OK, beh, c'est bon à savoir et d'un côté, ça me surprend pas tant que ça parce que moi, je suis pas dans une très grande ville et c'est vrai que donc là, je suis partie à l'étranger pendant 2 ans, mais du coup, avant que je parte, tous les vendredis soirs, il y avait un camion à pizza. Et je sais qu'il était mais plein de réservations tous les vendredis soirs parce que, ben, en fait, c'était le seul truc qui faisait des pizzas, et vraiment, ils se garaient en plus au bourg, on pouvait tous y aller à pied. Enfin, puis tu sais, tu voyais à la queue leu leu, on était tous là avec notre carnet de chèques à débourser pour notre petite pizza qui coûtait pas plus cher que si tu la prenais à emporter dans un restaurant, mais qui était à 2 pas de chez toi. Le gars hyper sympa, tu l'as toute chaude comme tu habites tout près, tu as pas besoin de la réchauffer. Enfin et puis tu te dis effectivement que, bah, si tu en prends, ça va marcher, si ça marche, ça continue et c'est tout bénef pour tout le monde, en fait. Donc c'est vrai que ça fait sens. Moi, j'aurais pensé je sais pas si vous aviez un profil type de client, genre est-ce que c'était plutôt étudiant ou Et bien, on s'était dit, nous, enfin, on s'était dit burger. La pizza, ça marche vraiment beaucoup. Enfin, ça, c'est le food truck qui marche le plus. Et nous, tous avec qui on travaillait, enfin, sur les villages où on travaillait avec des food trucks pizza, des fois, eux, si t'appelles à 19h, c'est trop tard. Enfin, la pizza, ça se partage. Le burger, c'est plus compliqué. On peut pas, à la limite pour les enfants, et encore on faisait un menu enfant, mais il y en avait qui prenaient un burger adulte et ils le coupaient en deux ou en trois pour les petits enfants, ça suffisait. On pensait toucher les jeunes au début. On s'était dit, ça va être plus ou moins, ouais, étudiant plus, parce qu'on savait après qu'on n'était pas donné avec nos tarifs, qu'on pouvait pas toucher tout le monde. Ça, on savait très bien que voilà, les burgers avec frites, ils allaient de 14 à 18 €. Et encore, ça pareil, on margeait pas assez. Enfin, en restauration, il faut faire du x3 minimum. Et nous, on était plus sur du x2 et demi. En fonction des burgers, ça nous coûtait entre 6 et 8 €. Donc, on margeait pas du tout assez. Mais ça a été plus du coup des personnes âgées, enfin personnes âgées, toutes c'est de relatif. 35 Je ans? veux vexer personne, je veux pas vexer d'auditeurs. Non, non, mais on avait pas mal de retraités qui venaient, qui connaissaient pas forcément le burger. OK. Ah, j'aurais pas misé dessus, tu vois? Beh, nous non plus, pas du tout. C'était pas la clientèle ciblée, et après on avait beaucoup de familles, de quarantenaires, mais très réguliers. Très, très réguliers, il y avait vraiment des clients qui venaient, quasiment tout le temps. Oui, parce que du coup, ça fait partie de mes questions, mais j'imagine qu'il y a un fonctionnement à avoir probablement avec la mairie pour avoir des emplacements à des jours et des heures données? C'était ça. C'est très variable d'une mairie à l'autre. Il y a des mairies, qui considéraient que c'était un service vraiment pour la commune, qui nous faisaient rien payer. Des mairies, au contraire, qui, se gavent un peu plus sur les food trucks et qui font payer, beaucoup. Mais des collègues qui acceptent, de payer, d'autres, voilà, qui c'est comme pour les événements, pour les privatisations, il y a beaucoup de festivals qui demandent, des milliers d'euros pour que le food truck vienne. Ils prennent, 20 du chiffre d'affaires. Donc, tu y vas ou tu y vas pas, nous on n'y allait pas. On partait du principe qu'on amenait, un service. Mais pour revenir sur les mairies, pardon, non, la majorité des mairies, c'était, gratuit ou symbolique. On payait, 60 € pour l'année, Eux, ça amène de la vie aussi, donc ils ont peut-être tout intérêt pour la population. c'est ça. Ça amène de la vie, et nous, on était tout au gaz, donc on tirait rien, en fait. Il y a des food trucks qui sont tout à l'électrique sur des machines où ça tire un petit peu. Nous, il y avait juste, les ampoules et les frigos. Donc, c'était pas on n'était pas trop coûteux pour les mairies. C'est ça et le fait que ce soit fixe sur les emplacements et à des dates et des horaires, ça fait que vous pouvez avoir des habitués. Il y a ça et du coup, là, les mairies, surtout sur les petits villages, ils jouaient le jeu. Il y avait 2 mairies notamment qui avaient une application qui s'appelait Illiwap. Ils partagent toutes les infos de la commune. Donc c'est une application, et c'est ça, les habitants, ils recevaient la notification le matin, ce soir, les maîtres du burger seront, dans le village, vous pouvez commander à tel numéro, il y avait la carte en pièce jointe. Donc pour nous, c'est voilà, de la com gratuite. Nous, la veille, on allait mettre nos petits panneaux, ce soir dans votre village, pour dire que le food truck était là. Et on avait comme ça des gens, c'était pratique tout au long de la journée qui appelaient. Plus ils appelaient tôt, plus ils avaient le choix. Pour l'horaire, mais après, Max était très efficace en cuisine, donc un client, il attendait jamais plus d'un quart d'heure, quand il commandait. Même s'il venait en live, il y a forcément des gens qui viennent en direct aussi. Bon, s'il arrivait à 19h, 19h15, là, c'est vraiment le rush, mais Max, il se débrouillait toujours pour le mettre sur le créneau d'après. Bon, sauf si la personne voulait 10 burgers, bon là oui, il fallait qu'il attende un petit peu. Mais quand c'est des personnes qui passent en voiture devant, qui n'ont pas forcément prévu de s'arrêter, il y a beaucoup de ça aussi, hein, des gens qui passent devant. Ah, vous êtes devant, on va prendre ça pour ce soir. Voilà, ils se débrouillaient pour aller vite. OK, parce que du coup, lui avait déjà eu une expérience en restauration, tu me disais, mais toi pas? Pas du tout, du tout. Après, on avait
toujours voulu avoir ma boîte, monter quelque chose. Et non, moi j'étais plus du coup au compte, enfin je faisais les frites et je prenais les commandes et j'étais à l'encaissement. Et c'était Maxime qui gérait toute la partie burger. Et est-ce que tu as trouvé que c'était un bon fonctionnement de justement, scinder au niveau des tâches? Parce que du coup, chacun a aussi ses automatismes, enfin moi j'imagine ça comme plus efficace, mais Clairement, et chacun a son expertise aussi. Genre, moi j'aurais été incapable de faire ce que faisait Max à la vitesse où il la faisait et bien. Ces fiches recettes, elles étaient pensées aussi pour que ce soit optimal au maximum, qu'il n'y ait pas 50 aliments et qu'ils ne perdent pas de temps à manipuler tout ça. Il m'avait dit, hein, on va essayer que toi tu cuisines et tout, mais non, non, c'était. Je pense qu'on aurait fait faillite avec moi, avec moi à la plancha. est-ce que légalement, tu aurais eu le droit de cuisiner ou pas? Pour ouvrir un food truck, il faut faire une formation hygiène. Donc il y a pas tous ceux qui sont dans le food truck qui sont obligés de la faire, il faut le gérant qui la fasse, ou un des 2 gérants du coup en l'occurrence. Et il y avait une formation, vente de boissons, pour tous ceux qui vendaient de l'alcool. Mais en food truck, on peut pas vendre au-delà de 18°. Enfin, on peut vendre que des bières globalement ou du champagne. Ah donc c'est ça les licences 3, licence C'est 4, ça. Et nous là, c'était licence petite restauration du coup. Donc on pouvait pas plus en termes d'alcool. Et au final, les gens, on pensait vendre des boissons, et en fait, les gens le soir, tout le monde a ses boissons au frais. C'est pas pareil, je pense. C'était pas la même chose le midi. Le midi, les gens, bon, mais c'était plus une clientèle de bureau. Là, ils prenaient les boissons, ils prenaient tout, ils payaient encore ticket resto. C'est comme si c'était pas gratuit, mais bon, ils avaient pas de souci pour ça. Le soir, il n'y a pas forcément d'intérêt à prendre des bières ou de canettes de coca. Oui, c'est pas ouais, tu rentres chez toi, donc tu as tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est pas la même logique, donc ouais, en termes de C'est pas clientèle, la même logique et c'est pas le même. Voilà, le midi, les gens, globalement, ils ont une heure pour manger. Donc, fallait envoyer. C'est un burger par un burger, en fait. C'est pas des commandes familiales. Et le soir, oui, c'est plus familial. Et c'est ça, le vendredi soir, souvent, forcément, des grosses commandes, des copains qui viennent les uns chez les autres. Ou des jours de match aussi, de gros matchs de foot. Et encore, les gens pensent plus à la pizza, enfin, mais même nous, hein. Et moi, avec Max, on se disait, enfin, je vais appeler le pizzaiolo ou le food truck pizza, pas le pizza, enfin, pas le camion à burger. bah, c'est plus facile à C'est manger. ça, c'est moins cher, Si tu as besoin de réchauffer, c'est peut-être plus facile, aussi, ça a tous enfin les avantages. et pourquoi vous avez choisi les burgers justement et pas autre chose? Justement, Max il m'a dit des pizzaeries, il y en a partout. Il m'a dit: «Je prendrais pas de plaisir à faire des pizzas», et Max n'est pas fan du tout de burgers. Il prenait pas de plaisir à particulièrement à en manger. Je pense que maintenant, j'en prendrai plus beaucoup non plus, on en a tellement mangé que mais c'est l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, que le burger a dépassé la pizza en termes de vente en France. Ah ouais? Ouais, moi aussi, ça m'étonne vachement. Mais hormis par exemple, au restaurant, c'est le burger, c'est le plat le plus vendu. En même temps, je pense qu'avec le burger, mais c'est ce qu'on retrouve aussi avec la pizza, il y a un peu une sorte de sécurité. Enfin, tu sais ce que c'est un burger frit, tu sais ce que c'est une pizza, tu vois? C'est un truc, il y a peut-être plus de restaurants qui font de la restauration et des burgers que de la restauration et des pizzas. C'est ça. Puis c'est compliqué de rater un burger quand même. Enfin, ça aussi, tu as vraiment des ingrédients Oui, pas si tu as les bons ingrédients de base, normalement, c'est ça, voilà quoi. c'est compliqué. Et du coup, question, subsidiaire, mais comment vous vous êtes retrouvés à Reims, sachant que tu viens du sud et que vous enseignez à Paris? Alors Max, il est originaire d'Épernay, donc c'est à, 25 minutes de Reims, et après, c'est ça, sur le business plan, on avait, profilé plus ou moins qu'il y avait un gros besoin là-bas en événementiel avec le champagne, et Maxime avait un certain réseau là-bas. Donc c'est ça, sur le Voutray, il y avait la partie, emplacement le soir, et après tout ce qui était événementiel. Et au final, c'est l'événementiel qui te fait gagner ta vie, réellement, parce que tu rajoutes des frais de privatisation, tu as 0 perte, tu peux facturer plus ou moins cher en fonction du client qui est en face de toi. On a travaillé pour, je sais pas, Leroy Merlin, Decathlon, EDF, le Stade de Reims. Donc eux, c'est pas budget limité, mais voilà, ils demandent un devis et c'est validé, 99% dans 99% des cas. Donc là, sur des privatisations comme ça, on pouvait faire en 2 heures, le chiffre d'affaires d'une semaine. Voire de là, pour finir, on a fait les Habits de Lumière à Épernay. C'est toutes les maisons de champagne, en fait, qui ouvrent leurs cours. Il y a des illuminations, et il y a entre 40 et 50 000 personnes sur le week-end. Et là, pour décembre, en fait, on a juste fait ça pour finir, c'était notre dernier événement. On a fait 2 soirs là-bas et en fait, ça a fait l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est pas rien. Après, c'est peut-être plus fatigant aussi pour vous? Plus fatigant et aucun plaisir. C'est le plaisir qu'il y avait dans le food truck, si je peux dire plaisir, c'était quand même très routinier.
Donc c'était très excitant, toute la création, tout le début, voilà, le premier paiement en carte bleue, on est là: «Waouh, c'est incroyable!» Mais après, c'est toujours la même chose et le seul petit plaisir qu'il y avait, c'est le soir, voilà, prendre le temps pour parler avec les gens. Il y a des gens aussi qui sont seuls, donc on savait qu'ils venaient au camion pour discuter. Là, il y a aucun plaisir, c'est de l'abattage, c'est à la chaîne. Il y a pas le temps de boire un verre d'eau, enfin, c'est vraiment à fond, à la chaîne. On avait pris le frère de Max qui lui encaissait, était à la caisse et là, c'est pendant, de 17h30 à minuit, tu es de dos à tout le monde et c'est pas la seule satisfaction, c'est ce que tu vois sur le TPE à la fin de la soirée, mais est-ce qu'au final, ça a vraiment un sens? Pas tellement. Disons que l'argent ne fait pas tout et que vous, c'était aussi le plaisir du food truck, Clairement, quoi. Là, il y a c'était le pas ça. plaisir et aussi dit, voilà, qu'on ratait beaucoup de moments, enfin, on a fait qu'1 an et demi, mais l'été, les week-ends, tu travailles, le soir, tu travailles. On a raté pas mal d'événements oui, familiaux ou amicaux, pour quelque chose où, voilà, on prenait pas un plaisir, non plus, énorme. C'est ce que j'allais demander en termes d'organisation, du coup, est-ce que tout du long, vous avez travaillé et le midi et le soir? Et est-ce que vous aviez des jours off ou est-ce que c'était tout le temps? Alors au début, on était parti sur, midi, soir. On travaillait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc midi et soir. On s'était dit: «On se garde le samedi pour des privatisations». On travaillait le dimanche soir, on s'est dit: «Le dimanche soir, on va cartonner». On avait eu un emplacement, c'est celui qu'on voulait absolument. On était là, ça va être, ça n'avait aucun sens et on travaillait pas le lundi et au début, on était sous l'eau tout le temps et le midi, vu qu'on commençait, des fois on faisait, 10 burgers, en fonction des emplacements. Des fois on en faisait, 50. Donc vu qu'on lâchait la viande au début, Maxime lui, il partait sur, je sais pas 60-70 steaks et des fois pour le soir, il en restait que 20. On était là: «Mais attends, comment on fait ce soir? On a que 20 steaks». Donc on a arrêté le midi. On s'est dit: «Attends, on arrête le midi». On s'est vite rendu compte que le soir, on vendait autant de burgers que ce qu'on faisait si on travaillait midi et soir. Parce qu'on avait plus de burgers pour le soir. On a travaillé en planning définitif, c'était à partir ça de janvier, donc on avait commencé en septembre. On faisait mardi un soir sur 2, mercredi, jeudi, vendredi soir et les week-ends, on avait les privatisations, et ça, on avait beaucoup de week-ends de pris par les privatisations. Et est-ce que financièrement, vous y retrouviez quand même? Ouais, ben, on s'est retrouvés. Je pense que ça aurait si on avait continué, on aurait repris des midis parce que maintenant on était largement rodés pour travailler le midi. Mais le monde des food trucks après c'est assez petit, donc on se connaissait tous après entre nous. Donc des fois, tu as un collègue qui te dit: «Ah beh, ce midi-là, j'étais en placement, je peux pas y aller». Donc il t'appelait, enfin on s'appelait, voilà, on se remplaçait. Il y avait des midis après hyper intéressants. On allait dans une brasserie de temps en temps pour remplacer une collègue le vendredi midi et là on savait qu'on pouvait faire entre 60 et 80 burgers, en 2 heures. Là, c'était intéressant. Donc si on avait continué, peut-être qu'on aurait arrêté le mardi soir, qu'on aurait pris jeudi, vendredi midi, dans cette brasserie-là et après, nous, la limite qu'on avait, c'est ça, en travaillant bien et en frais et tu peux pas, produire une infinité de burgers. Donc c'était enfin pas le point noir, mais voilà, on avait pensé aussi à se développer, potentiellement avoir un autre camion. On s'est dit: «Ce sera pas nous dedans», ça veut dire qu'on met des gens qu'on emploie. La personne, voilà, si le matin elle a pas envie de venir, beh, elle s'est dit: «Non, je viens pas». C'est pas les mêmes personnes, c'est pas parce que c'est les mêmes produits, que ça va marcher dans le camion. Quand c'est pas ta boîte, voilà, tu es pas forcément c'est un boulot alimentaire, hein, donc tu es pas forcément, hyper investi. Donc il y avait tous ces risques-là et en hiver, ça marche beaucoup moins. Enfin, il y a en fonction de la météo, les gens sortent moins. Si tu prends des employés en plus, que voilà, soit ça marche pas, qu'il faut payer ces gens-là, c'est compliqué. Ouais, puis tu deviens vraiment chef d'entreprise, et employeur, donc c'est pas la même On chose. a vite vu qu'on n'avait pas, je pense, vraiment la fibre entrepreneuriale et ce côté requin, qu'il faut avoir. On a vu, avec ceux qui nous ont rachetés, voilà, tout était négocié, tout était calculé, et c'est un métier. C'est un métier, je pense que voilà, on a des compétences nous, d'enseignants qui voilà, c'est très bien et ça c'est un autre métier. Je pense que c'est ça, nous on est formatés quand on est enseignant à être bienveillant, à être, je pense qu'il faut se mettre avec une autre casquette et totale, et je pense qu'on n'a pas eu ça, enfin qu'on n'a pas eu ce côté-là, mais ça nous a aussi du coup apporté beaucoup de choses, pour plein d'événements, voilà, parce que les gens hyper souriants, hyper agréables, arrangeants et cetera. Mais oui, oui, c'est sûr que quand on voyait des collègues, beh, ouais, ouais, ils se posaient pas toutes ces questions-là.
Et après, je pense qu'il y a, tu sais, il y a un de ces côtés dans le monde de l'entreprise où, bah, toi, tu parlais d'être un peu requin, mais je sais que moi, j'arrive pas à être comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles je mets 3 plombs à vraiment décoller aussi. Mais en tout cas, j'étais pas prête pendant longtemps et là, d'expérience en expérience, de voir comment font les autres, d'avoir eu certaines réussites, certains échecs et cetera, tu apprends aussi. Et je pense qu'il y a un moment où, tu te dis: «Ben, je vois ce qu'il faudrait faire, mais je n'ai pas envie de le faire». Ça, c'est une chose, du coup, ça répond à pas mal de questions. Ou je vois ce qu'il faudrait faire et je ne sais pas le faire. Et là, c'est différent parce qu'effectivement, avec de l'aide, avec de la formation, en déléguant, et cetera, c'est une possibilité. Là, si demain, tu devais réitérer l'expérience, j'imagine qu'il y a des erreurs que tu as pu faire au début que tu ne referais pas, une deuxième fois parce que du coup, tu as une façon de penser que tu as développée depuis et des expériences vécues qui font que, bah, on fait pas 2 fois les mêmes erreurs. Enfin, ça arrive, mais on essaye de pas le faire. Clairement, clairement, clairement et puis ça c'est parallèle avec l'éducation nationale, mais je sais que je mettrai pas le même investissement émotionnel, par exemple, là, en y revenant que ce que j'ai pu mettre enfin, je dis ça maintenant, hein, je me conditionne à pas le faire et je pense que je le ferai quand même. Mais c'est ça, on est censés pas faire les mêmes erreurs 2 fois, mais Et quand, vous travailliez du coup tous les 2 et que ça se passait bien, est-ce qu'il y a eu un élément ou est-ce que c'est un petit peu le manque intellectuel généralisé qui fait qu'au fil des mois, vous vous êtes tous les 2 dit: «Ben, je m'arrêterai bien là»? Et est-ce que vous vous l'êtes dit tous les 2 au même moment? Et est-ce que tous les 2 vous pensiez à retourner vers l'enseignement ou vous vous êtes juste dit: «Ben, on va faire autre chose»? Parce que ça aurait pu être quelque chose de différent pour la suite. on se l'est pas forcément dit en même temps. Moi, je sais que ça me plaisait pas outre mesure. Et j'étais là, voilà, il faut s'accrocher. On a mis beaucoup de temps à lancer tout ça et ça décollait, quand même de plus en plus. Et non, Max, un matin, est descendu et il m'a dit: «Pierre, j'y arrive pas». Je pense que Maxime, il vivait beaucoup moins bien que moi. Enfin, c'était une boule au ventre, constante, un stress permanent, pas de ranger et moi aussi, hein, mais je pense qu'on l'extériorisait pas de la même manière. Et du coup, il m'a dit: «Écoute, on a des quand même des crédits, il faudrait qu'on récupère à peu près ce qu'on a mis. Donc je te propose qu'on continue jusqu'à décembre, enfin jusqu'à la fin d'année et après si ça te va, on arrête». Il m'a dit: «Après voilà, on est 2, on s'est lancés tous les 2 ensemble, si tu me dis que tu es convaincu, que tu veux continuer et tout ça, on continue». Non, non, je suis allé rapidement dans son sens et on s'est dit: «Ouais», on s'est dit: «Stop». Et à partir du moment où, ouais, on s'est dit ça, il y a eu quand même il y avait pas moins de pression parce qu'il fallait quand même récupérer, ce qu'on avait mis. Mais, ouais, peut-être une boule au ventre en moins. Il en restait d'autres, mais peut-être que celle-là, ouais, est partie. Et après ça a re-été beaucoup plus fluide, ça allait mieux. Ouais, bah, de savoir que vous aviez pris la bonne Ouais, décision. c'est ça. Et pas de regrets, genre on l'a fait à fond, il y a pas voilà, on s'est pas découragé ou on n'a pas non, non, c'était pas simple, hein, vraiment de se le dire. Ça revient sur les questions de tout à l'heure, mais ouais, la relation, en fait, elle a vraiment changé, entre l'école et le camion et je pense qu'avec le temps, ce sera rattrapable, mais ça a pas du tout été la même amitié, ouais. Mais est-ce que maintenant que c'est terminé, est-ce que vous avez réussi à conserver votre amitié ou est-ce que, toutes ces problématiques-là font que, après peut-être que vous avez aussi peut-être juste besoin de au moins pu vivre ensemble et ça va revenir, Ouais, je pense c'était clairement soufflé. Là, on n'est pas à côté, du coup, enfin, géographiquement, on n'est pas trop loin, mais on est à 1 heure et demie de route quand même, donc on est c'est ça, on est passé de vivre, H24 ensemble à là, ça fait on a arrêté il y a vers le 10 décembre, donc oui, ça fait un gros mois maintenant. J'ai l'impression que je l'ai pas vu du coup depuis 5 ans. Puis c'est pas tout à fait terminé, il faut quand même, la société, c'est Maxime qui gérait la clôture, mais il y a des documents encore à remplir, hein, toute l'administration, tout l'administratif est très, très long pour fermer une société. Mais pareil, la vente du camion, c'était un gros stress aussi. Est-ce que du coup vous l'avez vendu avec, le fonds de commerce pour que la personne puisse, repartir direct sur l'activité? Alors, on nous a dit, là pareil, on a peut-être été trop naïfs aussi, hein, mais ceux qui nous ont racheté, ils ont un restaurant à côté de Reims et avec eux, ils avaient un expert comptable qui nous disait que vu que l'entreprise a qu'1 an et demi, le fonds de commerce, il vaut quasiment rien. Le fonds de commerce, c'est le camion, c'est tout. La clientèle, les emplacements, même légalement, c'est pas possible de revendre des emplacements. En fait, les mairies, ils nous disent oui à nous. Ils peuvent très bien dire à eux: «Beh, nous, on veut pas». Mais si, on leur a passé tout un carnet d'adresses avec, toutes les privatisations qu'on a qui sont, cycliques, enfin qui nous reprennent chaque année, l'image de «marque» entre guillemets qu'on a créée, ah bah, non, non, ils sont pas malheureux. Ceux qui nous ont rachetés, ils sont bien et ils ont très, très bien négocié et nous, on avait le couteau sous la gorge,
En fait, on avait énormément de gens intéressés, mais qui avaient pas les financements. Donc c'était faire le dossier, la banque, attendre des réponses. Nous, au 15 novembre, quand le camion, il était pas vendu et qu'on savait qu'on arrêtait au 15 décembre, on n'était pas très sereins. Donc eux, ils sont arrivés avec une offre, et ça a un peu fait attendre, mais pas beaucoup, clairement pas et on s'est dit: «Bon, beh, vas-y, vaut mieux ça». Ceux qui avaient pas les financements, finalement, ils ont eu, donc bon, c'était des offres beaucoup plus élevées. Bon, mais tant pis, c'est le jeu. Ouais, en fait, tu peux pas vraiment savoir, enfin, quand tu es dans une situation délicate, le pari est complexe, quoi. C'est ça, là, c'est des sommes importantes, donc oui, on pouvait pas tellement, mais normalement, enfin, on attend là, voir ce que l'État va nous prendre, ce qui va nous rester, mais normalement, on retourne sur ce qu'on a mis. OK, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, enfin, au moins d'avoir, un peu une opération à blanc et enfin, vous êtes quand même gagnant d'avoir eu cette expérience, quoi. Clairement, puis on a vécu quand même, dessus, enfin, on s'est payé, on a vécu avec ça pendant 1 an et demi, donc En termes de salaire, entre quand vous avez commencé et quand vous avez terminé, globalement, vous arriviez à vous dégager à peu près combien chacun? on se payait 1 600 dès le début. 1 600 chacun dès le début et en fait, on n'a pas évolué, salarialement, parce qu'en fait, plus tu te payes, plus l'Urssaf te prend, Bah oui. et l'Urssaf te prend beaucoup. Et après, bon, c'est mon entreprise d'expérience, on peut le dire, il y a forcément un peu de liquide qui traîne. Donc il y avait une petite part en liquide et encore sur ça, pareil, on était très, 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 très scolaire. On déclarait quasiment tout. On déclarait tout, quasiment. Et ça aussi, si c'était à refaire, je pense que voilà, on n'aurait peut-être pas été aussi clean. En fait, c'est dur quand tu vois comment font les autres, toi, tu es là avec tes valeurs, tu as envie de bien faire pour que justement tout aille dans le bon sens, parce que tu te dis que si tout le monde commence à faire comme ça, comment ça va se finir? Et puis d'un autre côté, il y a un moment, tu as pas envie d'être le dindon de la farce non plus, quoi. Enfin, c'est compliqué, moi, c'est une position dans laquelle je me retrouve très souvent et généralement, je suis un joli dindon. Mais je dors sur mes 2 oreilles. Mais c'est pareil, c'est le côté très scolaire, je pense, en fait. C'est ça, on voulait pas se rajouter de stress inutile, même si voilà, on gère pas une multinationale, quoi. C'est si, on vient nous embêter nous, c'est quand même, mais bon, L'un comme l'autre, en tout cas, vous n'avez pas de regret d'avoir tenté l'expérience et ou d'avoir arrêté? aucun regret, vraiment. Non, non, c'était à faire. Et non, non, sur ça, je pense qu'au début, on était là: «Mais qu'est-ce qu'on a fait?» Et maintenant à froid, et encore c'est pas tellement à froid parce que j'ai toujours l'impression qu'il va falloir se lever là pour, bien y retourner, mais non, non, aucun regret. C'était hyper enrichissant, ouais, ça a juste de monter sa boîte, quoi. Bah, c'est ça et sache que moi, je vous ai découvert donc sur mon téléphone, j'ai un peu les news, tu sais, les actualités, alors généralement autour de chez moi ou les trucs qui font vraiment la une, quoi et en fait, je pense que mon téléphone a l'habitude que je passe ma vie à regarder des trucs de profs reconvertis et du coup, j'avais eu une affiche, ces 2 profs, qui se sont lancés dans l'aventure du food truck et c'était un article de journal, sur vous 2 du coup et donc bah, je vous avais suivi sur les réseaux mais c'était, peut-être au printemps dernier, un truc comme ça et franchement, j'étais prête à traverser la France, quoi. J'avais choisi mon burger sur la carte et tout, hein. Mais non, mais je trouve ça trop chouette parce que moi, c'est un projet que j'ai souvent eu. Alors, idem, tu vois, ça soulève les mêmes questionnements, mais avec mon copain. Donc, bonne ou mauvaise idée de travailler ensemble, voilà, l'avenir nous le dira si on saute le pas. Mais on a toujours eu très envie, nous, en tant que Bretons, d'avoir une cabane à crêpes, quoi. Enfin, un food truck, j'appelle ça une cabane, mais une cabane à crêpes, un food truck à crêpes. Et idéalement à l'étranger et potentiellement, type en Australie, on se serait dit, oh, je suis sûre que ça marcherait bien, nous, on y serait bien dans un endroit où tu sais que la population peut aussi se permettre, d'acheter ce que tu as, ce que tu proposes, qui correspondent, enfin, que tu puisses décliner en vegan, en sans gluten, en patati patata. Enfin voilà, on avait pensé un peu à tout ça et je m'étais dit: «Ah, ce serait stylé que sur le podcast, je puisse parler à quelqu'un qui l'a fait, pour voir un petit peu ce qui irait ou pas». Je sais que sur nous 2 clairement, il gérerait, le côté business parce que c'est même si là, je suis à mon compte, je vois bien que c'est pas mon truc. Tout ce qui est paperasse administrative, réglementation, gestion et tout, je fais ce qu'il faut faire, mais c'est au-delà de prendre zéro plaisir, je déteste ça, et je pense que il y a des gens qui le font mieux et pour qui ça prend moins d'énergie. Donc je pense que moi, je serais plutôt, avec la clientèle, à rendre la monnaie, taper la causette et servir, ça m'ira très bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et la question, bah, de même du camion en lui-même, le prêt, financier, les fournisseurs, tout ça. Enfin, en fait, c'est plein de questions. C'est pas juste faire des burgers et des frites et servir aux clients. Il y a tout un a même, j'imagine que quand vous fermez, il y a tout le ménage à faire, du rangement et repréparer pour le lendemain, enfin Clairement,
C'est sans cesse. C'est sans cesse et après c'est normal, heureusement, il y a des règles hygiéniques, strictes. Faut être impeccable, mais c'est ça, c'est très routinier. Et j'imagine que en plus, donc du coup, de travailler ensemble et d'habiter ensemble, question bête, mais vous étiez dépendants l'un de l'autre pour vos vacances, du coup? Parce qu'il y en a pas un qui peut partir et enfin, si un part, l'autre il travaille pas, du coup? C'est ça, tu culpabilises quand tu pars en vacances. Enfin, je sais que l'été, on n'a pas du tout profité parce que du coup, on voyait la trésorerie baisser. Nous, on se paye, sur le mois d'août, donc voilà, ça il y a quand même toutes les charges, le crédit, tout ce qu'il faut payer qui sort. Donc tu profites pas tellement des vacances. Là, on avait pris beaucoup, on avait pris un mois, enfin, on avait pris quasiment tout le mois d'août. Même si en août, beh, les gens, ils sont pas beaucoup là, tu vas pas forcément manger un burger, mais ouais, tes vacances, tu les vis pas forcément très bien. Puis il y a toujours le téléphone, Max m'avait dit c'était moi qui gère le téléphone, les appels, il m'a dit: «Le téléphone, tu le laisses à la maison et les mails, c'est pareil et on verra». Mais non, le téléphone, il sonnait, je répétais toujours sur le qui-vive. Tu te dis: «Si je rate une demande de devis pour la rentrée, tu peux pas déconnecter». Et du coup, j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Quand vous vous êtes dit et que vous êtes tombés d'accord sur le fait que vous alliez arrêter, est-ce que vous saviez que vous arrêtiez pour retourner dans l'enseignement? Ou est-ce que juste vous pensiez arrêter et puis ensuite vous allez voir enfin, vous vous êtes dit, je sais pas: «On verra plus tard ce qu'on va faire» et peut-être que vous pensiez pas pareil tous les 2 aussi? Moi, je me suis dit: «On va arrêter», mais c'était pas dans ma tête, c'était pas acté. Enfin, j'étais peut-être un peu dans le déni. Max, je pense que lui, il savait qu'il allait retourner prof rapidement, enfin, après le camion. Moi, je me suis posé la question: «Est-ce que je redescends pas dans le sud, retourner les copains, la famille?» Donc je savais pas trop, vraiment. J'avais envoyé un mail, j'ai oublié tout le vocabulaire, l'éducation nationale, Au au rectorat? rectorat pour éventuellement être contractuel. Maxime, il l'avait fait, il avait rappelé directement, et il savait qu'il serait prof à la rentrée. Je pense que moi, je laissais traîner un petit peu, en fait et oui, début décembre, je me suis dit: «Eh quand même, va peut-être falloir, qu'en janvier, tu aies un boulot coco parce que» donc j'ai envoyé le mail et le lendemain, ils m'ont répondu, ils m'ont rappelé. Vous avez un rendez-vous avec l'inspecteur et cetera, tout le processus de recrutement de contractuel et là, ça s'est je sais pas, rallumé un petit peu en moi en mode, «Ah c'est cool, je retourne à l'école», et là, plus le temps passe et plus je suis vraiment impatient en fait, plus je m'y réintéresse. Je m'étais enlevé de tous les groupes, de profs, j'ai plus rien, tous les manuels que j'avais achetés avant, j'avais voilà, tout donné à des collègues, donc j'étais plus tout le temps stimulé. Là maintenant, c'est reparti et en fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte là d'y retourner. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater la deuxième partie qui sortira ce week-end. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjtprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjtprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!